bien avant que la ville ne s'éveille, que les réveils ne sonnent et que les conducteurs du Danfo ne se mettent à crier les destinations, Martha Noisue était déjà réveillée. L'obscurité qui enveloppait Adjugunal n'avait pas encore cédé la place à l'aube, et l'air était encore chargé d'une odeur de diesel et de poussière trempée par la pluie. Elle alluma sa lampe à pétrole, dont la faible lueur illuminait la modeste chambre qu'elle partageait avec sa fille. C'était à peine assez large pour leur matelas en mousse, une armoire rouillée, un petit tabouret faisant office de table à manger et de bureau, et un coin cuisine improvisé. Dans un coin, Hello dormait paisiblement, serrant contre sa poitrine un ours en peluche déchiré. Martha se déplaçait silencieusement, ses mouvements étant entraînés par des années de fuite avant le lever du soleil. Elle alluma le poêle avec une allumette, fit bouillir de l'eau pour le déjeuner d'Hello et prépara des toasts avec les restes de pain soigneusement emballés la veille. Elle embrassa Hello sur le front et s'attarda, regardant la petite fille qui était sa raison de vivre. À 4h50, Martha était sortie, parapluie sous le bras, naviguant dans les flaques d'eau et les trottoirs accidentés d'Adjugunal avec une aisance éprouvée. L'odeur de l'eau des caniveaux et de la friture d'Accra emplissait l'air lorsqu'elle atteignit l'arrêt de bus, rejoignant des dizaines de travailleurs qui connaissaient eux aussi le poids de la survie. Le Danfo était déjà plein à craquer lorsqu'elle s'y glissa, son corps oscillant à chaque secousse tandis qu'il filait vers Ms, puis vers la frontière de la richesse elle-même, Banana Island. Là, au portique de sécurité du manoir Adebayo, des gardes en uniforme examinèrent sa carte d'identité comme si elle était une voleuse potentielle. Martha ne broncha pas. Elle les salua respectueusement, passa devant les haies parfaitement taillées et entra dans les locaux de service où le personnel s'activait comme des machines se préparant à une journée qui devait paraître facile aux yeux de l'élite. La gouvernante en chef, Madame Duroger, aboyait déjà ses ordres. Le carrelage de la cuisine était strié. Encore une fois, on passe la serpillière. Et le patron ne veut plus de la clim à 18h. Il est à 22h. Martha ne dit rien. Elle obéit simplement. Elle était la première arrivée et toujours parmi les dernières à partir. Du nettoyage des toilettes à la lessive, elle accomplissait chaque tâche avec une efficacité silencieuse. Son seul plaisir résidait pendant sa pause déjeuner, lorsqu'elle appelait Hello. Cette voix, si pleine de vie, la soutenait. Et tandis qu'elle polissait les poignées de laiton des portes du chef Cunel, sans que l'homme lui-même ne le remarque, Martha se sentait fatiguée mais déterminée. Chaque minute travaillée, chaque insulte digérée, était pour le lendemain d'Hello. Lorsque Martha rentra chez elle, il était presque 21h30, et le bourdonnement d'Adjugunel s'était transformé en un murmure las. Le générateur du complexe voisin s'éteignit, plongeant la zone dans une obscurité plus profonde, mais elle n'avait pas besoin de lumière pour s'orienter. Ses doigts connaissaient chaque fissure du mur, chaque craquement du plancher. Elle ouvrit la porte et trouva Hello, assise en tailleur sur le matelas, son cahier sur les genoux et une bougie vacillant à côté d'elle. « Maman !» cria la fillette en lui sautant dans les bras. Martha la serra fort contre elle, enfouissant son nez dans les cheveux d'Hello. « Tu m'as manqué » murmura-t-elle. La fatigue dans ses jambes tentait de la faire redescendre, mais la chaleur d'Hello la rendait forte. Après avoir enlevé son uniforme, Martha reprit la routine qu'elle avait perfectionnée, préparer le dîner, laver les chaussettes d'Hello, vérifier ses devoirs. Elle rit doucement tandis qu'Hello racontait sa journée, décrivant avec animation comment son camarade avait déchiré son livre et accusé sa jumelle imaginaire. Ensuite, Martha alla chercher une bassine et la remplit d'eau tiède, lava délicatement les pieds de sa fille puis lui huila la peau. Elle tressa lentement les cheveux d'Hello en chantant une vieille berceuse Igbo, chaque nœud de la tresse contenant une prière. Plus tard, alors qu'Hello dormait, Martha s'assit dans un coin sombre de la pièce, les jambes allongées devant elle, les bras flasques après sa journée de travail. Sa voisine, Mama Chigné, frappa doucement et lui offrit un bol de riz jollof et de poisson. « Tu ne manges pas bien, Martha » dit-elle avec inquiétude. « Ce travail te tuera un jour. » Martha sourit et prit le bol, mais garda le poisson pour la boîte à lunch d'Hello le lendemain. « Je vais bien, maman. »« Pas une petite fille pour qui je vis » répondit-elle. Elle jeta un coup d'œil à sa fille, profondément endormie, inconsciente des sacrifices qu'impliquait son confort quotidien. Il n'y avait pas de luxe ici, seulement du courage, des prières et une dévotion maternelle. La toux de Martha s'était aggravée, mais elle but de l'eau tiède et frotta robe sur sa poitrine. Se reposer était un privilège qu'elle ne pouvait pas se permettre. Son monde entier reposait sur un fil fragile, son travail. Perdre la tête signifierait retirer Hello de l'école, dormir le ventre vide et sombrer encore plus profondément dans une vie qu'elle avait lutté pour fuir. Alors, même si son corps hurlait,
même si sa poitrine se serrait de jour en jour, elle s'agenouilla à côté d'Elo et lui murmura à l'oreille les mêmes mots qu'elle lui disait chaque soir. « Maman te protégera toujours, quoi qu'il arrive. » Puis, dans le silence, Martha baissa la tête et pria de nouveau, doucement, avec ferveur, avec désespoir. Le manoir Adebayo se dressait tel un dieu intouchable au milieu des richesses de Banana Island. Ses sols en marbre brillaient comme des miroirs, ses lustres scintillaient d'une élégance importée, et son silence était celui d'un lieu trop riche pour le rire. Pour beaucoup, c'était un palais. Pour Martha, c'était un champ de bataille. Elle arriva ce matin-là, comme toujours, tôt, discrètement, préparée. Elle salua tout le monde poliment, même si la plupart répondirent à peine. Madame Durogy, la gouvernante, était particulièrement raide aujourd'hui, la grondant avant même qu'elle ait mis les pieds dans le couloir. « Tu as laissé des traces sur la fenêtre de la chambre d'amis hier. »« Ce n'est pas un adjugunal, rétorqua-t-elle. Martha baissa la tête. « Je vais arranger ça, maman. » Elle monta l'escalier avec sa serpillière et son torchon, pénétrant dans des pièces remplies de parfums qu'elle ne pourrait jamais s'offrir, des placards de vêtements qu'elle ne porterait jamais, et des lits si grands qu'elle avait du mal à croire qu'une seule personne puisse y dormir. Le chef Cunel la croisa 2 fois, une fois alors qu'elle frottait la rampe de l'escalier, et une autre fois près du piano à queue. Les 2 fois, il ne dit rien. Son costume était impeccable, son regard impassible, sa démarche calculée. Martha ne s'attendait pas à être reconnue. Il vivait dans un monde bien au-dessus du sien, un monde où l'aidait le mobilier, silencieux, fonctionnel, invisible. Mais Martha remarqua tout. Elle vit qu'aucune photo de famille n'était accrochée au mur, que Tini, sa fille, passait devant lui au petit déjeuner sans un mot, que chaque pièce, pourtant magnifique, semblait froide. Même les murs semblaient avoir besoin d'un peu de vie. Pendant qu'elle travaillait, Martha traitait le manoir avec respect. Elle repliait les serviettes avec un soin particulier, regonflait les oreillers même lorsque personne ne voulait s'asseoir dessus. C'était dans sa nature de donner le meilleur d'elle-même, même quand personne ne le remarquait. Elle a même balayé sous les tapis, ce que les autres ont ignoré. Lorsqu'un jeune employé lui a demandé pourquoi elle s'en donnait tant, elle a simplement répondu « Parce que ce travail nourrit ma fille. Je lui dois bien ça. » Cet après-midi-là, tandis que les autres bavardaient dans les quartiers du personnel, Martha resta dans la buanderie, repassant les cafetans blancs du chef Cunel jusqu'à ce que les plis soient impeccables. Elle ne se plaignit ni de la chaleur ni du mal de dos. Elle se contenta de fredonner doucement, s'efforçant de finir en force. Car pour Martha, le travail était synonyme de dignité, et dans un monde qui la méprisait, son éthique de travail était la seule chose qu'elle pouvait contrôler. Ce matin-là, la tension était palpable avant même que Martha ne pose le pied dans la maison principale. Dès qu'elle entra dans la salle à manger, les yeux de Madame Duroger se plissèrent comme un faucon. « Où sont les pantoufles de créateur de Madame Aïcha » aboya-t-elle. Martha cligna des yeux. « Maman, ne fais pas semblant. Ils étaient au bord du lit de la chambre d'amis hier. Ce matin, ils ont disparu. Tu étais le dernier à nettoyer. » Martha sentit son estomac se retourner. Elle n'avait touché que les draps et essuyé le sol. « Maman, je n'ai pas vu de pantoufles, » répondit-elle respectueusement, mais peu importe. L'accusation était portée. La graine était semée. D'autres membres du personnel se retournèrent pour regarder. Des murmures ont commencé. Adjugunal. Voleur. Fille des bidonvilles. Martha resta immobile, le cœur battant, mais elle ne se défendit pas davantage. Discuter aurait été perçu comme un acte de défiance. Si ces pantoufles ne sont pas là, tu perds ton travail, siffla Madame Duroger avant de s'éloigner. Martha retint ses larmes. Sa dignité, son travail, les frais de scolarité de sa fille, tout était en jeu à cause d'un mensonge. Pourtant, elle ne pleura pas. Elle se courba, ramassa sa serpillière et retourna à ses occupations, même si la honte la brûlait. Ce soir-là, lorsqu'elle rentra enfin chez elle, Lolo courut dans ses bras, mais Martha s'effondra sur le tabouret, étourdie et tremblante. « Maman, ça va » demanda la fillette, les yeux écarquillés. Martha força un sourire. « Oui, ma puce. » Elle était juste fatiguée. Mais sa tête lancinait, ses jambes étaient comme de la gelée et sa poitrine brûlait quand elle respirait. Pourtant, elle faisait bouillir de l'eau pour le bain d'Elo, réchauffait la soupe et s'asseyait par terre pour tresser les cheveux de sa fille. Quand Elo s'endormit, Martha sortit son petit carnet,
celui qu'elle appelait son journal. Elle écrivait lentement, « Ils m'ont accusé aujourd'hui. Je n'ai rien pris. Mais personne ne m'a cru. J'ai peur. Si je perds ce travail, je perds tout. Mais je ne dois pas le montrer. Je dois survivre. » Elle ferma le livre, le glissa sous son oreiller et rampa sur le matelas à côté. Sa toux revint par à-coups pendant la nuit, mais elle berça toujours sa fille, lui murmurant la seule vérité qui lui restait, « Tout ce que je fais, c'est pour toi. » Le matin du 6e anniversaire d'Elo arriva comme tous les autres jours à Adjugunel, avec le grincement des grilles rouillées, le bavardage des enfants allant chercher de l'eau et le bourdonnement lointain des générateurs matinaux. Mais dans la petite chambre que partageaient Martha et Elo, flottait une étrange lueur d'espoir. Martha avait économisé pendant des semaines, non pas pour un gâteau ou une fête, des luxes qu'elle ne pouvait s'offrir, mais pour une petite surprise qui ferait sourire sa fille. Elle se leva plus tôt que d'habitude, marchant sur la pointe des pieds sur le sol usé jusqu'au coin où un sac en polyéthylène était caché sous une pile de casier. À l'intérieur se trouvait une poupée d'occasion aux tresses emmêlées et une robe cousue en 3 endroits, mais elle était propre et présentable. Martha l'enveloppa rapidement dans du papier journal et la plaça à côté de l'uniforme scolaire d'Elo. Tandis qu'elle préparait le petit déjeuner, Gary et Elo partagèrent une cacahuète avec une cuillerée de lait en poudre. Elle fredonna doucement, « Joyeux anniversaire », son doux rythme emplissant la pièce de chaleur. Lorsqu'Elo remua et trouva la poupée, son cri de joie emplit l'espace exigu. « Tu m'as offert une poupée, maman. » Martha hocha la tête, ravalant la boule dans sa gorge. « Bien sûr, mon rayon de soleil. Comment oublier le jour où Dieu m'a donné mon monde entier ?» Ce soir-là, après une journée de travail épuisante et un long trajet de retour, Martha n'a pas laissé son épuisement gâcher le jour spécial de sa fille. Dès qu'elle est entrée, Elo s'est jetée dans ses bras et l'a fait tournoyer pour surmonter sa douleur au dos. Elle avait acheté un petit gâteau au glaçage bleu dans un kiosque près de Boland, un petit gâteau tout froissé qui lui a coûté ses 150 derniers naira nigérians. Allumant une allumette, elle éteignit la lanterne et approcha une flamme d'une petite bougie d'anniversaire empruntée à un voisin. Ensemble, ils chantèrent. Elo applaudissait et dansait tandis que Martha riait d'un rire rauque mais puissant. Après la chanson, Elo souffla la bougie et murmura, « J'aimerais que maman se repose davantage. » Martha ravala ses larmes. Plus tard dans la soirée, après qu'Elo se fut endormi, la poupée blottie contre sa poitrine, Martha s'assit près de la faible lanterne et ouvrit son journal, les mains tremblantes. « Aujourd'hui, j'ai ri. J'ai oublié les pantoufles. J'ai oublié ma toux. J'ai oublié la douleur dans mes genoux. J'ai vu ma fille sourire et j'ai eu le sentiment d'être à la hauteur. Mais mon corps est en train de lâcher. Je le sens. Parfois, je tousse du sang. Les médicaments sont trop chers. Mais si seulement je pouvais tenir jusqu'à ces 7 ans. Encore un an. Seigneur, accorde-moi ça. » Elle ferma le livre et le serra contre sa poitrine, sentant son cœur battre comme un avertissement. Mais elle l'ignora. Demain était un autre jour, et Elo avait besoin d'argent pour le déjeuner. Le lendemain de l'anniversaire d'Elo commença par une toux profonde, gutturale et persistante. Martha parvint à peine à sortir du lit. Sa poitrine brûlait et sa peau était brûlante au toucher, mais elle n'avait pas le choix. Elle ne pouvait pas se permettre une journée de congé, pas avec l'affaire de la pantoufle volée qui pesait toujours sur elle comme un nœud coulant. Elle se releva en titubant, se lava le visage à l'eau froide et s'habilla lentement, son corps hurlant à chaque mouvement. Elo, désormais plus perspicace que la plupart des enfants de son âge, remarqua le changement. « Maman, s'il te plaît, ne pars pas aujourd'hui, » supplia-t-elle d'une voix faible et tremblante. « Tu ne vas pas bien. Tu ressembles à grand-mère avant son hospitalisation. » Martha força un sourire et s'agenouilla devant sa fille, écartant une mèche de cheveux de sa joue. « Je vais bien, mon amour. Je te le promets. Encore un jour de travail, et je me reposerai tout le week-end. Tu veux du riz jollof dimanche, n'est-ce pas ?» Elo hocha lentement la tête, mais son regard ne perdait pas son inquiétude. Martha l'embrassa sur le front, la tendit à leur voisine, tante Hugo, qui aidait habituellement les jours d'école, et lui murmura des instructions. « S'il arrive quelque chose, tiens-la dans tes bras. Elle aura peur sans moi. » Au manoir, Martha se déplaçait comme un fantôme. Ses pieds traînaient au lieu de marcher, et ses mains tremblaient lorsqu'elle attrapait des chiffons. Elle essayait de travailler silencieusement, comme toujours, mais sa toux la trahissait. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur pour se soutenir,
espérant que personne ne la verrait. Madame Durogy le remarqua, mais ne dit rien, si ce n'est nettoyer la salle de bain principale avant midi. Martha hocha faiblement la tête. Elle entra dans la suite, astiqua les lavabos, essuya les miroirs et sentit son corps vaciller à chaque respiration. À un moment donné, elle s'assit près de la baignoire, agrippant son bord froid, la vue brouillant. Elle se souvint du sourire d'Elo la veille au soir, de sa façon de danser en rond avec sa poupée, et cela lui donna la force de se relever. À 18 heures, Martha avait à peine terminé ses tâches. En pointant, elle tituba. « Ça va » chuchota une des plus jeunes servantes. Martha sourit faiblement, lasse. Rien que robe et Panadol ne puissent réparer. Elle quitta le manoir, grimpa sur un danfo et disparut dans l'obscurité de la circulation à Lagos. Mais elle ne rentra jamais chez elle. Quelque part entre le 3e pont et l'arrêt de bus adjacent, elle s'essouffla. Lorsque le chauffeur s'arrêta pour réveiller la femme affalée sur le siège d'angle, elle était inconsciente. Seul son badge d'identification fut retrouvé. Pas de portefeuille. Pas de téléphone. Juste un nom qui allait bientôt ébranler l'ordre paisible de la famille Atabayo. Le lendemain matin, au manoir Atabayo, commença comme tous les autres, un froid intense et régulier. Le chef Cunel, debout dans son bureau, examinait des rapports sur sa tablette tout en sirotant une tasse de thé noir tiède. Son front était froncé par une irritation silencieuse. « Pourquoi le hall est-il encore poussiéreux » demanda-t-il sans lever la tête. « Où est la fille qui s'en occupe habituellement » Madame Duroche croisa les bras. « Martha ? Elle n'est pas venue aujourd'hui. C'est la première fois. J'allais l'appeler. Mais peut-être qu'elle montre enfin son vrai visage. Tu connais ces filles de la déprime. » Cunel plissa les yeux. « Appelle-la maintenant. Je veux qu'elle parte. » Il se détourna et consulta ses emails. Quelques minutes passèrent avant que Madame Duroche ne revienne. « Sa ligne est coupée, monsieur. » Il attrapa son téléphone, impatient. « Donnez-moi son numéro. » Il ne s'attendait pas à ce qu'elle décroche, mais lorsque l'appel fut établi, il y eut un silence, suivi d'un léger bruit, celui d'une respiration. Puis une petite voix fragile répondit. « Allô ?» La voix de Cunel s'aiguisa. « Où est Martha ? Pourquoi n'est-elle pas entrée ? Est-ce son téléphone ?» Silence. Puis la voix se brisa à nouveau, douce, brisée. « Ma maman est morte. » Et voilà, le bureau s'immobilisa. Pendant un instant, Cunel ne comprit pas. Il regarda le téléphone comme s'il l'avait trahi. « Quoi ? Que as-tu dit » demanda-t-il d'une voix plus basse. L'enfant renifla. « Je m'appelle Yellow. Ma maman n'est pas rentrée hier soir. Tante Hugo a dit qu'elle était partie. Maman a dit qu'elle rentrerait après le travail. Mais elle ne le fit pas. » Sa voix se brisa, puis des sanglots se firent entendre. Les sanglots bruyants et non filtrés d'une enfant qui n'avait pas encore saisi la permanence de la mort. Cunel se rassit lentement, le téléphone toujours collé à l'oreille, mais il ne put répondre. En 48 ans, à travers les deuils, la construction d'empire, le silence, il n'avait jamais rien entendu de tel. Quelque chose en lui s'agita, inconfortable, inconnu et importun. Il raccrocha lentement et resta assis sans bouger pendant ce qui lui sembla des heures. Le personnel continuait son travail. Le chaos persistait à Lagos. Mais à l'intérieur du manoir glacé du chef Cunel Adebayo, une fissure venait d'apparaître, et quelque chose de profond commençait à se dégeler. Ce n'était pas le devoir qui avait conduit Cunel à Adjugunel. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose d'indicible. Il aurait pu envoyer quelqu'un. Il aurait pu confier la tâche à un chauffeur, à un avocat ou à un employé subalterne. Mais cette voix, cette petite voix brisée, lui restait en mémoire comme un fantôme. Ainsi, pour la première fois depuis des années, le chef Cunel Adebayo quitta Banana Island, franchissant les vitres teintées et les allées de marbre, pour pénétrer dans le monde d'où venaient des femmes comme Martha. Sa voiture, un élégant SUV noir, se détachait tel un vaisseau spatial en pénétrant dans le chaos embouteillé d'Adjugunel. Les rues étaient bruyantes, étroites et animées. Les enfants couraient d'un Okada à l'autre. Les femmes criaient les prix au marché. L'odeur nauséabonde des égouts à ciel ouvert se mêlait à celle du suya et de l'igusi bouillant. Tante Hugo le rencontra au bord d'une rue, stupéfaite par sa présence. Elle le conduisit discrètement jusqu'à la maison de Martha,
une porte en fer rouillé dont la peinture bleue s'écaillait et dont un petit rideau servait de cache-fenêtre. À l'intérieur, assise sur un matelas qui sentait encore sa mère, un regard serrait le foulard que Martha utilisait pour enrouler ses cheveux. Elle n'a pas pleuré en voyant Cunel. Elle l'a juste regardé avec de grands yeux rouges, où se mêlait un étrange mélange d'innocence et de connaissance. « Tu travailles pour maman ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête avec raideur. « Oui. » Elle baissa les yeux. Elle n'est jamais rentrée. J'ai attendu. Cunel a regardé autour de lui. C'était vide. Un simple bol en plastique, une pile de manuels scolaires et le journal de Martha caché sous un oreiller. Il ne savait pas quoi dire. Il voulait partir. Il voulait donner de l'argent et s'enfuir. Mais il n'a pas pu. Quelque chose chez cet enfant, si immobile, si petit, le fit s'arrêter. Il se tourna vers tante Hugo. Y a-t-il quelqu'un d'autre? La famille. La femme secoua la tête. Martha restait discrète. Elle n'avait que cet enfant. Cunel hésita. On l'emmènera aux services sociaux demain. Mais ce soir-là, alors qu'il était assis dans sa voiture, prêt à partir, il regarda derrière lui. Yolo était retourné sur le matelas, serrant l'écharpe de sa mère dans ses bras. Cette vue le fit tressaillir. Contre toute attente, il sortit et dit « Elle viendra avec moi. » Pour l'instant. Et comme ça, la fille qui n'avait personne monta dans la voiture d'un homme qui ignorait encore avoir perdu quelque chose, lui aussi. Quand Yolo entra dans le manoir à Tabéo, elle serra fort l'écharpe de sa mère, comme si la lâcher allait défaire le dernier fil qui la reliait à la seule personne qui ait jamais donné au monde un sentiment de sécurité. Le sol froid et brillant de la maison s'étendait devant elle comme des rivières de verre, et ses petits pas étaient presque silencieux lorsqu'on la conduisit vers l'une des chambres d'amis. Cunel avait ordonné qu'on lui donne des vêtements décents et une assiette de nourriture, mais Yolo ne toucha pas au riz. Elle s'assit silencieusement sur le lit, sa petite silhouette engloutie par la chemise de coton trop grande qu'une des servantes lui avait lancée. Madame Durogil observait depuis le couloir avec une désapprobation visible, murmurant à un autre membre du personnel, « Cet endroit n'est pas un orphelinat. » Tenny, la fille adolescente de Cunel, regarda en bas de l'escalier, les bras croisés. « Qui est cet enfant ?» demanda-t-elle sèchement. Cunel ne répondit pas. Il marmonna simplement, « Elle reste ici quelques jours. » C'était la première fois que Tenny voyait son père apporter quelque chose à la maison sans explication ni protocole, et cela l'irritait. Le personnel reprit son travail à contre-cœur, mais Yolo devint l'éléphant dans chaque pièce, petite, silencieuse, ignorée. Pourtant, même en silence, Yolo observait tout. Elle remarqua que personne ne souriait dans cette maison, que les ouvriers ne parlaient jamais plus qu'à voix basse, que le chef Cunel regardait à peine qui que ce soit dans les yeux. Il passa devant elle 2 fois sans un regard. Tenny siffla lorsque leurs épaules se frôlèrent accidentellement près de l'escalier. Yolo ne pleura pas. Elle observait simplement comment les gens l'évitaient, comment les murs résonnaient même en plein jour, comment chacun marchait sur la pointe des pieds autour d'elle comme si elle était fragile. Le bruit d'Adjugunel, les rires des enfants du voisinage, l'odeur du riz cuit à l'huile de sa mère lui manquaient. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans un lit froid et inconnu, elle murmura le nom de sa mère au plafond. « Maman, cette maison est trop grande, et elle ne sent ni la soupe au poivre ni l'huile pour bébé. Elle sent comme l'endroit de tes rêves où tu ne voulais pas que j'entre. » Puis elle passa la main sous son oreiller et serra à nouveau l'écharpe contre son nez. L'odeur de Martha ne lui ressemblait plus, seulement celle de l'amidon de lessive de la buanderie du manoir. Dans une maison de 12 pièces, avec des escaliers en marbre et des lustres importés, Yolo ne s'était jamais senti aussi seul. 3 jours passèrent avant que Cunel ne remarque le sac qu'elle portait. C'était un vieux cartable bleu avec une fermeture éclair cassée et un motif de dessin animé délavé. Un matin, en passant devant la chambre d'amis, il le vit posé près du lit, à moitié ouvert, son contenu se répandant légèrement sur le sol. Quelque chose le poussa à s'arrêter. Peut-être était-ce de la culpabilité, de la curiosité, ou quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait encore nommer. Il se pencha et prit un cahier relié en toile, usé sur les bords, les pages tachées par le temps et feuilletées par des mains fatiguées. Ce n'était pas un manuel scolaire. C'était un journal intime. Il ne voulait pas empiéter sur sa vie privée, mais la première page l'en a empêché. Si jamais il m'arrive quelque chose, j'espère que Yolo lira ceci et saura que j'ai essayé. J'ai essayé de toutes mes forces. Ses mains tremblaient légèrement. Lentement, il s'assit au bord du lit et tourna les pages.
L'écriture de Martha était soignée, empreinte de nostalgie, de douleur et de moments de tendresse qui transperçaient la page. Elle y avait décrit son quotidien, sa peur de tomber malade, ses rêves pour l'avenir de Yolo, sa lutte pour rester inaperçue alors qu'elle travaillait dans une maison qui la traitait comme une ombre. Certaines notes mettaient Cunel mal à l'aise. Le patron ne me parle jamais. Il ne connaît pas mon nom, mais je connais le sien. Je connais le nom de ses chiens, son vin préféré et sa couleur de chemise préférée. C'est ça le boulot. Disparaître et servir. Une autre page disait, parfois, je me demande ce qui arriverait si je m'évanouissais dans le couloir. Est-ce que quelqu'un remarquerait? Ou est-ce qu'on me piétinerait et me reprocherait d'avoir sali le marbre? Mais ce qui a brisé Cunel, c'est un paragraphe vers la fin. Je crache du sang, mais je ne peux pas m'arrêter. Si je m'arrête, Yolo s'arrêtera aussi. Il faut juste que j'arrive jusqu'en décembre. Il faut juste que je la voie porter un nouvel uniforme. Après ça, Dieu pourra me prendre. Il ferma le livre. Il le sentit comme un rocher entre ses mains. Martha, qu'il n'avait jamais regardée, avait vécu et était morte sous son toit, ses derniers souffles probablement volés au service d'un homme qui ne lui avait jamais dit merci. Et maintenant, son enfant, cette fille silencieuse qui observait, était chez lui, portant le poids de tout ce que sa mère n'avait jamais exprimé. Pour la première fois depuis des années, le chef Cunel Adebayo resta immobile, non pas pour lire un rapport d'activité ou signer un contrat, mais pour sentir quelque chose de lourd et d'humain s'installer dans sa poitrine. Le remords. Le lendemain matin, le manoir s'animait avec sa précision habituelle, mais quelque chose avait changé. À 6h45, tandis que le personnel s'affairait, Yolo sortit de sa chambre d'amis, un chiffon et une bassine en plastique remplie d'eau savonneuse à la main. Avant que quiconque puisse l'arrêter, elle s'agenouilla près de l'escalier et commença à frotter les coins du carrelage en marbre. « Que fais-tu » demanda une des servantes, alarmée. Yolo leva les yeux avec un doux sourire. « Je veux aider maman à faire le travail. » Les mots se sont répandus rapidement. Certains ont ri. D'autres ont levé les yeux au ciel. Madame Duroger descendit en trompe des quartiers du personnel et cria, debout. On n'est pas sur un terrain de jeu, mais avant qu'elle puisse arracher le chiffon, Cunel apparut derrière elle. Laissez-la tranquille, dit-il doucement. Le couloir tout entier se figea. Mais monsieur, laissez-la tranquille. Elle. Soit. Il n'a pas dit un mot de plus. Il se retourna simplement et se dirigea vers son bureau. Ce moment resterait gravé dans la mémoire de tous les membres du personnel, non seulement pour son contenu, mais aussi pour son ton. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Quelque chose de moins tranchant, de moins autoritaire. Presque pensif. Tenny observait la scène depuis l'étage, les bras croisés. Elle observait Yolo depuis des jours, intriguée par son calme. Yolo ne réclamait jamais rien. Elle mangeait ce qu'on lui donnait sans se plaindre, passait ses après-midi assise tranquillement près de la fenêtre et ne demandait qu'une seule fois si elle pouvait balayer un couloir, comme le faisait maman. Il y avait en elle une grâce discrète qui troublait Tenny, car elle lui rappelait quelqu'un d'appartenant à la classe, pas quelqu'un de passage. Ce jour-là, en croisant Yolo qui nettoyait le hall, elle leva les yeux au ciel, mais ne s'arrêta pas. Plus tard dans la soirée, Tenny ouvrit ses messages privés sur Instagram et découvrit des dizaines de photos taguées de ses camarades. Des photos de Yolo debout à côté d'un portrait de famille près du grand couloir. Qui est la petite orpheline? Une légende disait, nouveau projet Adebayo, demandait une autre. Tenny raccrocha violemment son téléphone, frustrée. Mais lorsqu'elle regarda à nouveau par la fenêtre et aperçut Yolo, nourrissant les chiens du manoir de ses petites mains, fredonnant doucement, quelque chose en Tenny se brisa légèrement. Ce n'était pas de la compassion, pas encore, mais c'était le premier ébranlement du mur qu'elle avait construit autour d'elle. La révélation lui vint lors d'une conversation discrète avec l'un de ses avocats, chargé de l'organisation des funérailles de Martha. L'hôpital a confirmé, a déclaré l'avocat en glissant un dossier sur son bureau. Il s'agissait d'une pneumonie aiguë, aggravée par une tuberculose non traitée. Elle toussait depuis des mois, apparemment. Cunel ouvrit lentement le rapport. Dossiers médicaux, note de pharmacien sans ordonnance et une facture impayée de 7000 naira nigérians d'une pharmacie de quartier à Surley. Pourquoi n'était-elle pas allée dans un vrai hôpital, demanda Cunel, la voix tendue. L'avocat n'a pas répondu au début. Puis il a dit, parce qu'elle aurait manqué le travail. Et vos employés déduisent le salaire pour absence sans préavis.
Elle ne pouvait pas se permettre de perdre son emploi. Cunel fixait le mur. Martha n'était pas simplement morte de maladie. Elle est morte de silence. D'un système qui la punissait pour son humanité. D'un monde qui ne lui avait jamais donné la permission de s'arrêter. Il se souvint des passages de son journal, ceux où elle promettait à Hello de continuer. Même si ma poitrine me brûle, je continuerai. Pour toi, bébé. Plus tard dans la soirée, Cunel était assis seul dans son bureau. Les lumières étaient tamisées. Une tasse de thé intacte refroidissait sur le bureau. La maison était silencieuse, à l'exception du léger écho de la voix d'Hello au bout du couloir, récitant le Notre Père avant de se coucher. Il ferma les yeux, imaginant Martha dans un coin de son studio, agenouillée en prière pendant que sa fille dormait. Il l'imagina toussant dans un chiffon en repassant ses capitaines, écrivant des lettres dans le noir, pliant les uniformes scolaires d'Hello tandis que ses poumons s'affaissaient. Il imagina combien de fois elle l'avait probablement croisé dans le couloir, le regard suppliant d'être vu, et combien de fois il ne lui avait même pas jeté un coup d'œil. Et maintenant, sa fille était là, dans ce manoir, le transformant de fond en comble, simplement en lui rappelant. Cunel ne pleurait pas. Mais il a déposé une photo de Martha, tirée de son ancien dossier d'emploi, sur son bureau. Il s'est assis en face, en silence, et a murmuré « J'aurais dû connaître votre nom avant que vous ne mouriez à mon service. » Ce n'étaient pas des excuses. Ce fut un début. Tout commença par une simple photo, un instantané flou pris par un livreur appelé pour déposer du vin au manoir Adebayo. Au fond du hall d'entrée carrelé de marbre, il immortalisa une petite fille en pantoufles roses, les cheveux en chignon, tenant un seau à serpillière. Cette image a fait son chemin sur Twitter en quelques heures et, le soir venu, les blogs l'ont reprise avec des titres spéculatifs. Qui était la petite fille dans la maison du chef Adebayo? La fille de la servante ou la pupille secrète, une orpheline du manoir de Banana Island? Le personnel du manoir a remarqué le changement presque immédiatement. Des journalistes flânaient devant les grilles, se faisant passer pour des livreurs. Les courriels ont inondé la boîte de réception du service des relations publiques d'Adebayo Company. Quelques employés chuchotaient plus fort, inquiets pour leur emploi et leur réputation. Madame Duroger a même coincé Cunel après le petit déjeuner. « Monsieur, si je puis me permettre, ce n'est pas le genre de presse dont la maison a besoin. Les gens commencent à parler. Vous savez comment ces gens jugent. » Cunel ne répondit pas. Il leva simplement les yeux de son thé et dit « Laissez-les juger. » Elle partit, stupéfaite. L'homme qui avait autrefois licencié un chef cuisinier pour avoir figuré en arrière-plan sur Instagram laissait désormais une fillette de 6 ans nettoyer son couloir sous les yeux du monde entier. Yellow, cependant, restait insensible à la tempête médiatique qui grondait au-delà des hauts murs de la résidence. Elle passait ses matinées à plier des serviettes près du comptoir de la cuisine, ses après-midi à nourrir les chiens et ses soirées à lire des histoires dans le couloir, toujours enveloppée dans l'écharpe de sa mère comme un châle protecteur. Cunel remarqua que le manoir devenait plus doux. Le silence, autrefois glacial, était désormais empli de légers murmures d'une voix d'enfant récitant ses tables de multiplication. Tenny, qui se moquait initialement de l'attention, devenait de plus en plus silencieuse à chaque fois qu'on la taguait dans une publication. Ça doit être dur d'avoir la fille d'une bonne comme domestique. Une de ses camarades lui a envoyé un message. Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle parcourut à nouveau la photo floue de Yellow, observant la façon dont la fillette tenait la serpillière comme si c'était la main de sa mère. Ce soir-là, Cunel se tenait près de la fenêtre de son bureau et regardait Yellow disposer délicatement des pétales de fleurs au bord de l'étang. Il pensa appeler les services sociaux pour leur dire que l'enfant avait besoin d'un foyer convenable, d'un système réglementé, mais il ne décrocha jamais le téléphone. Dans une maison conçue pour l'ordre, la présence de Yellow avait semé le désordre, et pour la première fois depuis des années, le chef Cunel Adebayo refusait d'y remédier. C'est un bref commentaire dans le journal de Martha qui a semé la graine. Une simple phrase nichée entre une liste de courses et le souvenir de la première dent de Yellow. Elle a ses yeux. Même silence, même regard. Cunel avait relu la phrase 4 fois avant de fermer le livre et de rester assis dans le noir pendant ce qui lui sembla des heures. Son esprit repensa à une soirée d'entretien d'embauche, près de 7 ans auparavant, une nuit brouillée par le chagrin et le whisky. Sa femme était décédée l'année précédente. Il se souvenait d'être sorti seul dans le jardin, et Martha, restée tard pour faire le ménage, lui avait discrètement apporté un verre d'eau. Quelques mots échangés. Un silence partagé. Rien d'autre.
Ou peut-être y en avait-il eu d'autres, il ne s'en souvenait plus clairement. Mais lorsqu'il commença à prêter plus d'attention à Yellow, la ressemblance le fit hocher la tête. Ses yeux étaient sombres et pensifs, comme sa mère l'avait décrit lorsqu'il était enfant. Sa démarche était ferme, posée. Son immobilité, étrange. Ce n'était pas une preuve, mais cela suffisait à éveiller le doute. Discrètement, Cunel a organisé un test ADN, sous couvert d'assistance médicale de routine, dans une clinique privée. Personne, pas même son personnel, n'était au courant. Les jours qui ont suivi ont été difficiles. Cunel se surprit à fixer Yellow plus longuement, cherchant des fragments de lui-même dans son rire, dans ses mains, dans la façon dont elle pliait ses chaussettes avant de les poser dans un coin du lit. Il sentit la culpabilité le gagner, non pas à cause du lien potentiel, mais à cause de l'invisibilité de Martha depuis le début. Avait-il vraiment effacé ce souvenir de son esprit? Ou avait-il choisi de ne pas croire qu'une chose aussi gênante puisse être vraie? Lorsque les résultats du test arrivèrent, Cunel n'ouvrit pas l'enveloppe tout de suite. Il le rangea dans son tiroir, sans l'ouvrir depuis 3 nuits. Le 4e soir, il le sortit et lut la réponse à une question qu'il n'avait même pas osé poser à voix haute, probabilité de paternité de 99,98%. La pièce s'inclina. Non pas sous le choc, mais par lucidité. Ce n'était pas seulement une enfant qui lui avait été confiée. C'était sa fille. Son sang. Une part de lui avait vécu et était morte avec Martha, sans qu'il le sache. Maintenant, elle vivait à nouveau dans cette petite fille enveloppée dans un foulard, arrangeant des fleurs dans son jardin. Cunel se renversa dans son fauteuil et ferma les yeux. Pour une fois, son empire tout entier, chaque gratte-ciel, chaque relevé bancaire, semblait creux comparé au poids de cette vérité. Elle n'était pas destinée à ses oreilles. Cunel avait demandé à l'avocat par téléphone de commencer les démarches administratives pour la tutelle. Sa voix était basse et saccadée. Mais Téné était rentrée tôt de l'école ce jour-là, et en passant devant son bureau, elle entendit les mots qui brisèrent son sentiment d'appartenance déjà fragile. Oui, c'est ma fille biologique. Non, je ne veux pas que cela soit rendu public pour l'instant. Je gérerai la succession discrètement. Son souffle s'arrêta. Elle recula en titubant, le cœur battant. Pendant 17 ans, il n'y avait eu qu'elle et son père dans cette vaste maison vide. Même en son absence affective, elle avait toujours été son unique enfant, la seule personne admise dans la lignée Adebayo. Et maintenant, la fille d'une servante. Une fille qui lavait les sols et chantait pour les chiens n'était pas seulement une invitée, ni une aide temporaire, mais sa sœur? La trahison était trop forte. Ce soir-là, pendant le dîner, elle parla à peine. Cunel lui demanda à 2 reprises si elle allait bien, mais elle se contenta d'acquiescer, les yeux fixés sur Hello, qui disposait tranquillement les couverts à côté des assiettes. Plus tard dans la soirée, Téné le confronta dans un bureau, la voix tremblante. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi ai-je dû l'apprendre comme ça ?» Cunel soupira, paraissant soudain plus vieux que son âge. « J'essayais encore de comprendre moi-même. »« Comprendre quoi ?» s'exclama T.L. « Que tu as un autre enfant. Que tu as eu une liaison avec une domestique et que tu es passé à autre chose. » Cunel se massa les tempes. Ce n'était pas une liaison. C'était un moment. Une erreur, peut-être. Mais Hello n'est pas une erreur. La voix de Téné se brisa. Et moi, alors, que suis-je? L'ancienne vie? La fille de remplacement dont tu t'ennuies? Cunel se leva et essaya de l'attraper, mais elle se retira. Tu ne m'as jamais vu, papa. Pas vraiment. Mais maintenant tu la vois. Elle se retourna et sortit en trombe, passant devant le personnel choqué, puis devant Hello, qui tenait un verre d'eau de ses mains tremblantes. Des heures plus tard, un mot fut trouvé dans sa chambre. Ne venez pas me chercher. J'ai besoin de respirer. Le silence dans le manoir cette nuit-là n'était plus paisible. Il était brisé, à vif. Et au milieu de tout cela, Hello se tenait debout, sa tasse à la main, pleurant non pas pour elle-même, mais pour la sœur qu'elle n'avait même pas eu la chance d'aimer. Le lendemain matin, Cunel fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il rassembla le personnel dans le salon. Ils restèrent immobiles, perplexes, lorsqu'il entra, vêtu d'une simple chemise blanche, sans blazer ni montre de marque. « J'ai quelque chose à dire », commença-t-il d'une voix inhabituellement basse. Vous connaissiez tous Martha. Certains d'entre vous l'ont ignoré.
d'autres se sont moqués d'elle. Je ne l'ai même pas regardée dans les yeux. La salle se tut. Même Madame Duroger, toujours aussi sévère, cligna des yeux de surprise. Elle était morte parce qu'elle essayait de protéger son emploi, cet emploi-là. Parce qu'elle pensait que rater une journée signifiait tout perdre. Et elle n'avait pas tort. Il marqua une pause, la gorge serrée. Martha était plus qu'une servante. C'était une mère. Elle était loyale. Elle était forte. Et c'était la mère de ma fille. Un cri de surprise parcourut la salle. Cunel continua, plus calme maintenant. Jaune est mon enfant. Je ne le savais pas jusqu'à récemment. Mais je sais maintenant. Et je ne ferai plus semblant. Cette maison est froide depuis trop longtemps. Et si la mort de Martha signifie quelque chose, c'est bien un changement. Il se tourna vers Jaune, qui se tenait dans un coin, tenant l'écharpe de sa mère. J'ai trahi ta maman. Je ne l'ai pas protégée. Je ne l'ai même pas remarquée. Mais je te promets qu'à partir de maintenant, je te remarquerai. Jaune ne répondit pas. Mais elle s'approcha lentement de lui, enroulant ses bras autour de sa taille. C'était la première fois qu'elle le touchait. Le personnel regarda en silence Cunel poser une main tremblante sur son dos, incertain de ce qu'il devait faire. Mais elle ne la lâcha pas. Lui non plus. Ce soir-là, il demanda à Martha quelle était sa couleur préférée et demanda au fleuriste de décorer le couloir de pétales de lilas. Il fit graver son nom sur une plaque de marbre près du bassin du jardin. Il s'assit auprès de Jaune tandis qu'elle lui montrait à nouveau le journal intime de sa mère, cette fois-ci à voix haute. Cunel pleurait. Pas publiquement. Pas fort. Mais les larmes coulaient. Et ce faisant, quelque chose d'autre s'effondrait aussi. La barrière entre un homme qui tenait une maison et un homme qui comprenait enfin que l'amour n'est pas toujours bruyant. Parfois, c'est dans le silence d'une femme de ménage qui est morte en donnant tout et la fille qu'elle a laissée derrière elle. C'est Madame de Rogy qui a trouvé une lettre, soigneusement glissée entre les plis du vieil uniforme de Martha, lavée et rangée par un employé subalterne quelques semaines auparavant. Elle venait juste de sortir l'uniforme pour le confier à un employé du pressing lorsque l'enveloppe est tombée par terre. L'écriture dessus était sans équivoque, congé. Au cas où je ne reviendrai jamais. Au début, Madame de Rogy le fixa avec incrédulité, la culpabilité rongeant son sang-froid d'ordinaire inébranlable. Elle avait été dure avec Martha, lui avait reproché sa présence, avait levé les yeux au ciel devant son humilité. Mais maintenant, les doigts tremblants, elle traversa lentement le manoir, passa devant les logements du personnel, puis devant la salle à manger, jusqu'à trouver Cunel assis dans un bureau, Hello sur ses genoux, tous deux regardant tranquillement un diaporama de photos de famille en cours d'organisation numérique par un conseiller successoral. Elle avait laissé quelque chose. Madame de Rogy dit d'une voix de cheval. Cunel leva les yeux, surpris par la douceur de son ton. Hello prit immédiatement l'enveloppe, reconnaissant le manuscrit de sa mère. Elle l'ouvrit avec précaution, dépliant un morceau de papier usé. Cunel s'attendait à un dernier adieu. Ce qui suivit, cependant, était bien plus profond. Cette lettre était à la fois une prière, un poème, un adieu et une instruction pour la vie. Martha l'avait écrite non par peur de la mort, mais avec la certitude que si quelque chose lui arrivait, sa fille aurait besoin de plus que d'argent ou d'un logement. Elle aurait besoin d'un souvenir. Ma chérie, tout a commencé. Si tu lis ceci, c'est que Dieu m'a ramené à la maison. N'aie pas peur. Tu n'as jamais été seul. Tu as été créé par l'amour, porté à travers les tempêtes et bâti par le feu. Maman a travaillé dur parce que je voyais en toi une lumière qu'aucune pauvreté ne pouvait éteindre. Si je ne suis pas là pour te tresser les cheveux ou te préparer ton déjeuner, sache que tu es forte. Tu es gentille. Tu es bonne. Tandis qu'Hello lisait, des larmes coulaient abondamment sur ses joues, et Cunel tendit la main vers la lettre, prenant le relais lorsque sa voix se brisa. Et si vous vous trouvez dans une grande maison au sol froid et aux habitants qui ne sourient pas, rappelez-vous, réchauffez-la de votre rire. Remplissez-la de votre présence. Changez de pièce simplement en entrant. Et si un jour vous trouvez quelqu'un prêt à se battre pour vous comme je l'aurais fait, laissez-le entrer. Même s'il a peur. Même s'ils essaient d'apprendre. Quand Cunel eut fini de lire, son visage était baigné de larmes. Il se tourna vers Hello et dit doucement, « J'étais cette personne, Hello. Je ne l'ai pas vu à temps. Mais maintenant je te vois. Je vois tout. Cela prit du temps.
Tenny ne revint pas le lendemain, ni le surlendemain. Mais le 7e jour, alors que le soleil illuminait Banana Island d'une lumière dorée, un taxi s'arrêta devant le portail du manoir Adebayo. Elle se tenait à l'entrée, hésitant à entrer. Ses épaules étaient encore marquées par la fierté adolescente, mais son regard s'était adouci. Elo fut le premier à la repérer, debout près de l'escalier, sa poupée serrée dans sa main. Elle ne courut pas. Elle ne parla pas. Elle resta immobile, et Tenny, touchée par cette invitation silencieuse, s'avança enfin. « Salut » murmura-t-elle. Elo hocha la tête et lui tendit un bracelet de perles fait main. « C'est moi qui l'ai fait. C'est pour les sœurs. » Tenny s'agenouilla lentement, la gorge serrée. « Veux-tu que je sois ta sœur ?» Elo haussa timidement les épaules. « J'ai déjà décidé que tu l'étais. » Depuis le couloir, Cunel observait, les yeux embués, les bras croisés sur la poitrine, la forteresse de pierre de son passé fondre lentement. Dans les semaines qui suivirent, la maisonnée s'adapta. Elo fut transférée dans une nouvelle chambre à côté de celle de Tenny. Ses vêtements ne provenaient plus de Don, mais de ses virées shopping avec Tenny, qui riait plus souvent maintenant, surtout quand Elo la taquinait à propos de ses danses TikTok. Mais ce n'était pas seulement à l'intérieur du manoir que les choses changeaient. Cunel a officiellement déposé une demande d'adoption, soumettant lui-même tous les documents sans avoir recours à une assistance. Il s'est présenté au tribunal, non pas en tant que PDG, mais en tant qu'homme cherchant à régulariser sa situation. Le juge, touché par les circonstances, a accéléré la procédure. Elo est devenue légalement Elo Adebayo, mais elle a continué à écrire en osu à côté de ce mot sur tous ses dessins. C'est les deux, a-t-elle dit à Cunel. Parce que maman fait toujours partie de moi, le bâton a aussi changé. Ceux qui avaient autrefois boudé la présence de Martha offraient désormais des crêpes à petit prix au petit déjeuner, et même Madame Durogy se surprit à dire à une nouvelle femme de ménage, « Vous voyez cette fille ? Sa mère travaillait plus dur que quiconque. » La maison, autrefois silencieuse, résonnait désormais des leçons de piano, des dessins animés du week-end et des rires discrets entre deux sœurs qui avaient appris à s'aimer malgré le chagrin et le temps. Et dans son cœur, Cunel Adebayo, autrefois défini par les règles, la perte et la rigidité, devenait quelqu'un de nouveau. Pas parfait, mais présent. Le nom de Martha était enfin prononcé à haute voix, là où il n'avait jamais été entendu de son vivant. Lors d'une conférence de presse tenue dans l'atrium principal d'Adebayo Holdings, Cunel se tenait devant un petit groupe de journalistes et de dirigeants. Pas de long discours, pas de scénario de communication. Juste lui dans un simple cafetan bleu marine, flanqué de Tiney et Elo. « J'aimerais annoncer le lancement de la fondation Martha Nwosu », commença-t-il d'une voix claire et résolue. Il fournira une assistance médicale et un soutien d'urgence aux travailleuses domestiques de Lagos. Trop de femmes comme Martha souffrent en silence. Elles servent les familles, élèvent les enfants, nettoient les sols et, lorsqu'elles tombent malades, elles sont invisibles. Cela se termine aujourd'hui. Les caméras ont cliqué. Les journalistes ont échangé des regards. Pour la première fois, le nom du chef Adebayo n'était pas lié au profit ou à la politique, mais à l'humilité. En coulisses, il avait déjà détourné des fonds d'un de ses projets de luxe pour lancer la fondation, chargeant son équipe juridique de constituer un conseil d'administration comprenant de véritables employés de maison et des militants locaux. Il ne voulait pas seulement que Martha reste dans les mémoires. Il voulait qu'elle soit honorée. De retour au manoir, un petit jardin commémoratif fleurissait près de la clôture arrière. C'était l'idée d'Elo. Des fleurs de lilas bordaient un banc de pierre incurvé sous un manguier, et au centre se dressait une plaque en laiton gravée du nom de Martha, suivie de ces mots, « Elle a tout donné, puis elle a donné encore plus. » Elo arrosait les fleurs tous les week-ends. Parfois, elle s'asseyait là avec Tiney, racontant des anecdotes d'Aja Gunel, comment Martha chantait en repassant, ou comment elle préparait la meilleure soupe de gombo avec seulement 300 naira nigérians. Gunel les rejoignait souvent discrètement, assis au bord du banc, se contentant d'écouter. Ces trois-là, autrefois étrangers unis par l'absence, étaient devenus une famille soudée par le choix, et non par le sang. Et bien que Martha fût partie, sa présence était omniprésente. Dans les serviettes pliées au dîner. Dans le ton adouci des ordres de Madame Duroja. Dans la façon dont Gunel regardait son personnel dans les yeux et le remerciait. Elo avait accompli ce que même le temps n'avait pas pu faire. Elle avait transformé le manoir en un foyer. Et au cœur de tout cela se trouvait un nom désormais prononcé avec révérence, désormais oublié. La matinée était chaude,
le ciel se teintait d'orange et d'or tandis qu'Elo se tenait devant la tombe de sa mère au cimetière de Surillire. Elle portait une simple robe lilas, coiffée des tresses africaines que Tiné avait aidé à faire la veille. Dans une main, elle tenait une rose blanche. Dans l'autre, un dessin qu'elle avait fait, 3 bonhommes allumettes se tenant la main sous un soleil éclatant. Elle déposa délicatement le dessin au pied de la pierre tombale et s'agenouilla à côté. « Salut maman », murmura-t-elle. « Ça fait un bail. Je vais bien. » Promis. Derrière elle se tenait le chef Gunel, vêtu de blanc, et Tiné, tenant un petit bouquet. Ils avaient fait ce voyage ensemble. Pas de sécurité, pas de fanfare. Juste un père, ses filles et la femme qui a rendu leur union possible. Elo déposa la rose sur la tombe et traça les lettres gravées du nom de sa mère. On dit que tu étais silencieux. Mais je me souviens de ta voix. Je me souviens de ton rire. Et maintenant, même si je ne te vois pas, je t'entends quand je dors. Une larme coula sur sa joue. Tu seras fière de moi, maman. Je te le promets. Gunel s'agenouilla près d'elle et posa une main sur son épaule. Tu l'as déjà fait, dit-il d'une voix rauque. Vous l'avez tous les deux fait. Tiné prit la main d'Elo tandis qu'il se levait, et tous trois retournèrent lentement vers la voiture. Ce n'était pas seulement une conclusion, c'était une continuation. Une vie terminée trop tôt avait donné naissance à un nouveau départ. Une fondation, une famille, un avenir. Ce soir-là, de retour au manoir, Elo déposa l'écharpe que sa mère avait portée dans une vitrine, juste à côté de la photo de famille où elle et Tiné étaient désormais représentées. Elle embrassa doucement la vitre et murmura « Dors bien, maman ». Les lumières s'éteignirent. La maison redevint silencieuse. Et pour la première fois de sa longue existence sans vie, le manoir à Adebayo semblait avoir une âme.